Pierre Louette, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc président-directeur général du groupe Les Échos, qui est d'ailleurs partenaire de cet événement. Et vous signez ce livre, Des géants et des hommes, pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies, aux éditions Robert Laffont. Alors, dans ce livre, vous vous expliquez que tels des barbares, justement, je le disais en introduction, les GAFA se sont imposés en utilisant toutes les techniques classiques de la domination, en passant de la séduction pour en arriver même à l'addiction. Vos mots sont très durs, le constat est vraiment sans appel. Qu'est-ce qui vous a poussé, dans un premier temps, à vouloir écrire sur ce sujet en particulier? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Alors les barbares, bon, l'exemple est pris parce que j'aime bien l'histoire, donc j'essaie de rappeler qu'il y a eu d'autres phénomènes dans le passé dans lesquels de nouveaux acteurs arrivent et puis imposent, d'un certain point de vue, leurs règles du jeu. Souvent d'ailleurs, ils ont fini par être assimilés. Ils ont fini par devenir empereurs à Rome, ils ont fini par apprendre les langues et les us et coutumes locaux, et c'est tout ce que je souhaite. Au fond, le sens de ce livre, c'est de dire, voilà de nouveaux acteurs, ils sont devenus vite très très grands, leur niveau de responsabilité n'a pas suivi leur taille et leur puissance économique, il faut qu'ils entrent complètement dans l'atmosphère, il faut qu'on apprenne à vivre avec eux, mais surtout qu'eux apprennent à vivre avec les États et les citoyens. C'est ça le sens du bouquin, et ça fait au fond pour moi 15 ans qu'à un moment ou à un autre, souvent d'ailleurs, je suis retrouvé soit en procès, en opposition, en lobbying aussi face à ces acteurs-là, et à réclamer qu'ils entrent dans l'atmosphère, qu'ils deviennent un peu plus normaux, qu'ils banalisent au fond leur comportement. Donc il va falloir apprendre à tous revivre ensemble d'une certaine manière. Les GAFA, vous l'expliquez dans le livre, ont complètement bousculé notre vie, de façon même très profonde, notre manière de s'informer. Nous, on est tous les deux dans des domaines justement liés aux médias et on le vit tous les jours. Ils ont bousculé notre manière de consommer, de se déplacer, de travailler, d'apprendre et même, vous dites, notre rapport à l'espace et au temps, donc ça va très très loin. Aidez-nous à comprendre peut-être l'étendue justement de leur pouvoir, de leur emprise sur notre vie. Alors, en fait, il y a un phénomène qui a été constaté depuis 20 ans, à peu près, la naissance de Google et ensuite de Facebook, qui sont les principaux acteurs dont je parle. Je parle un peu moins d'Apple, d'Amazon, qui ont d'autres caractéristiques. Mais avec Google, on a une entreprise pleine de talent, hein, il faut le dire quand même aussi clairement. Il faut qu'on se dise ça entre nous. Beaucoup de talent, beaucoup d'imagination, beaucoup d'intelligence, évidemment, et des gens très bien aussi chez eux, mais une entreprise qui a éliminé peu à peu ses concurrents. Moi, je me souviens, parce que j'avais démarré assez tôt dans Internet en France, qu'il y avait Ask Jeeves, Excite, Lycos, plein d'autres acteurs. Bon, peu à peu, ils ont disparu. Et une entreprise qui a 93% de part de marché aujourd'hui de ce qu'on appelle la recherche. Donc Google, c'est devenu la recherche. Le mot, d'ailleurs, googler est devenu un mot qu'on emploie volontiers, trop volontiers. Et Facebook, né un peu plus tard, est devenu ce que j'appelle l'agora du monde. Donc on a la recherche du monde, l'agora du monde, et des entreprises qui pour autant ne sont pas spécialement régulées. Moi, ce que je réclame depuis des années d'ailleurs, c'est que ces entreprises, compte tenu de la place qu'elles ont prise, qu'elles occupent désormais dans nos vies, eh bien, elles soient soumises à des formes de régulation qui ont été appliquées à d'autres entreprises, parfois plus petites, mais parce qu'elles avaient un rôle important dans la vie des uns et des autres. Donc c'est ça, c'est vraiment que vienne cette ère des responsabilités, parce que ce sont des entreprises souvent encore très jeunes. Quand on a 15 ans, bon, quand on a 20 ans, c'est jeune pour une entreprise. Et la puissance acquise est tellement démente qu'il faut quand même que l'interaction avec la société soit développée. Alors, avant de poursuivre un peu sur la régulation, j'ai juste un commentaire à faire sur justement ces GAFA. Vous l'avez dit, ils sont malgré tout là parce qu'ils ont été les meilleurs dans leur domaine d'activité, même s'ils n'ont pas forcément suivi certaines règles éthiques qu'on aurait voulu qu'ils suivent. Ma question est un petit peu polémique, mais est-ce que finalement, on cherche tout le temps à transformer des vieilles entreprises alors que de nouvelles entreprises arrivent avec un nouvel ADN qui a une digitalisation dans son ADN? Est-ce que, d'une manière assez pragmatique, un petit peu à l'américaine, comme expliquerait par exemple un Tom Siebel, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement laisser l'évolution se faire à la darwiniste et dire on s'adapte ou on meurt? Alors, deux ou trois choses en fait. Elles sont encore assez jeunes, mais elles ont très vite, j'allais dire, adopté les pires pratiques, ou même inventé des pratiques nouvelles. Souvent, ce sont des mots anglais qu'on emploie qui ne sont pas forcément agréables, mais les pratiques d'acquisition dans lesquelles on éteint un concurrent potentiel en l'achetant
assez vite, très très cher, de façon à ce que la concurrence ne naisse pas, c'est une pratique qui peut-être est condamnable au terme du droit de la concurrence. Les pratiques dans lesquelles on a des prestations croisées, on a des systèmes qui font qu'il est difficile d'entrer dans un marché, c'est aussi, au sens du droit de la concurrence, quelque chose qui doit être examiné. Le problème qu'on a eu, c'est que le droit de la concurrence a longtemps couru derrière ces entreprises-là. Il était en retard. On a appelé souvent de nos voeux, et quand j'étais dans les télécoms, c'est ce que j'appelais de mes voeux avec les gens avec lesquels je travaillais, un droit de la concurrence 2.0. À l'époque, on disait ça, maintenant, ce serait peut-être 3.0. Une nouvelle release, une nouvelle version du droit de la concurrence. L'exemple qu'on prend le plus souvent, il est très éclairant, c'est un exemple qui compare les télécoms et Internet. Moi, je me souviens d'avoir piloté des équipes pour acheter un acteur des télécoms en Espagne. On a passé 7 ou 8 mois devant Madame Vestager. On a été ce qu'on appelle en phase 2. On a fourni plein de documents et c'était une acquisition autour de 3 milliards, ce qui est beaucoup d'argent. Pendant ce temps-là, Facebook a acheté WhatsApp pour 17 milliards de dollars en moins d'un mois. Pourquoi ? Parce que le droit de la concurrence disait ils achètent un acteur, mais il n'a pas de chiffre d'affaires. Donc, bon, il n'y a pas de problème. On achète. Alors, bizarrement, on achetait quand même très cher quelque chose qui n'avait pas de chiffre d'affaires, mais qui avait beaucoup de data. Et c'est là où le droit doit évoluer, c'est prendre en compte, ce qui est le thème de cette journée formidable, c'est que les data sont devenues une des monnaies du monde. L'expression que j'emploie volontiers, c'est que la data est une nouvelle monnaie dans le monde, mais les banques centrales appartiennent aux GAFA. C'est quand même compliqué d'avoir cette monnaie qui circule partout, qu'on produit, vous ou moi, nous tous, et qui est réglée par d'autres, organisée par d'autres éventuellement, qui est en quelque sorte exploitée par d'autres. C'est ça aussi l'évolution à laquelle le droit doit procéder. Alors c'est en marche, hein. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. À partir du moment, moi, il y a une quinzaine d'années où j'ai commencé à batailler ici ou là pour desserrer l'étau, à l'époque de l'agence France Presse, du groupe Orange ensuite, et aujourd'hui du groupe Les Échos Parisiens, mais aussi de 300 titres de presse de l'Alliance. C'était toujours des combats comme ça, pour qu'on ait plus d'espace économique, qu'on soit un peu plus à armes égales, et qu'on ait également une juste rémunération de nos contributions. Alors justement, parlons de réglementation. Et justement, l'Europe a mis en place une riposte, d'une certaine manière, notamment avec le RGPD, mais aussi avec le Digital Markets Act et le Digital Services Act. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour contrer les GAFA ? Là, on est dans un moment incroyable, c'est-à-dire qu'on a quand même, depuis quelques années, une prise de conscience qui est arrivée. Il y a eu des excès, c'est pour ça, je pense que les GAFA ont été trop loin à certains moments. C'est dangereux pour eux maintenant, et leur puissance est énorme, leurs responsabilités le sont aussi. Et il y a eu une prise de conscience. Ça a pris du temps, mais maintenant, on a une Commission européenne, pour commencer par elle, avec Madame Vestager, mais avec Monsieur Breton aussi, qui est incroyablement énergique et efficace, qui est en train de mettre en place les outils de cadrage de l'usage des données, mais aussi de cadrage économique. C'est en cours. Il y aura aussi e-privacy, par ailleurs, qui sera une protection pour les données personnelles des uns et des autres. Donc le cadre, il va être incroyablement plus riche et plus adapté que ce qu'il était il y a 10 ans. Ça a été un peu long. Encore une fois, la nouvelle équipe est en train de le faire. Rappelons-nous des faits comme ça qui sont intéressants. Il aura fallu 16 ou 17 ans, je ne me souviens plus exactement, pour que la Commission européenne, ou l'Europe d'ailleurs, fasse un sommet consacré au numérique 16 ou 17 ans après la naissance de Google. Ça fait long quand même comme délai de réaction. Il fallait quand même se rendre compte un peu avant que c'était un sujet énorme économiquement, socialement, mais aussi démocratiquement. Donc là, on a une Commission européenne qui est à fond, on a un gouvernement français qui est quand même très actif aussi dans le domaine et qui pousse beaucoup. Le président de la République, évidemment, Bruno Le Maire, on est un peu chez lui ici, également très fort. Donc tout ça est en train de changer. Et puis ce qui, pour moi, est la plus grande évolution, c'est que les États-Unis eux-mêmes, qui pendant longtemps ont dit il ne faut pas embêter ces entreprises. Elles sont grandes, elles sont grosses, elles sont américaines, il faut les laisser se déployer. Moi-même, je le raconte dans le bouquin, j'ai été soumis un peu à ce genre de pression ou d'arguments en disant n'allez pas trop loin quand même, parce que c'est un enjeu économique transatlantique. Et bien maintenant, les procureurs, les ministres de la Justice, au fond, des États américains, sont en train de regarder les situations au regard du droit de la concurrence dans lesquelles les GAFA opèrent. Donc c'est nouveau, l'Amérique s'en préoccupe parce que c'est devenu tellement grand, un GAFA, c'est devenu tellement important, c'est devenu tellement prévalent dans l'économie et dans la démocratie aussi. On l'a vu avec l'élection de Donald Trump, un peu moins dans le dernier épisode, mais dans l'épisode d'il y a 4 ans, oui, qu'il faut intervenir et il faut réguler. Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, vous avez dit les GAFA ne peuvent pas aller trop loin, il faut qu'ils fassent attention quand même, parce qu'il pourrait y avoir une riposte peut-être du public ou alors un désaveu. Comment vous voyez la suite ? Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'on est arrivé, on se rapproche de la fin des GAFA, et comment vous voyez le nouveau modèle qui doit émerger après ça ?
Non, moi je ne peux pas du tout, je ne suis pas une sorte de Nostradamus des GAFA, quoi. Les GAFA sont là. Je rappelle dans le livre ce que nos vieux maîtres de relations internationales disaient, tout empire périra, mais parfois ça prend des centaines d'années. D'ailleurs, je ne souhaite pas non plus spécialement ça. Moi, je ne suis pas du tout. Je suis pour un rapport avec les GAFA qui soit ni haine ni soumission. Moi, ce que je veux absolument éviter en tant qu'acteur économique, groupe Les Échos Parisiens, dans un grand groupe qui est LVMH, et avec tous mes collègues de la presse, on ne veut pas être écrasé. Voilà. D'ailleurs, récemment, on a réussi à démontrer qu'on pouvait trouver des accords avec des acteurs. On a trouvé un accord avec Google en France, qui est une sorte de première mondiale. Donc on peut trouver des accords. Ils sont difficiles à obtenir. C'est vrai, mais à chaque fois qu'on en obtiendra, je pense que cela permettra aussi à ce que ces acteurs rentrent dans l'atmosphère. Sa culture, au fond, accepte que, oui, il y a des lois, oui, il y a des règlements, oui, il y a un monde dans lequel on doit vivre et on doit être multilocal, on doit être très français en France, on doit être espagnol en Espagne, on doit être intégré dans les réalités nationales. Moi, ce que j'ai vu longtemps et que je trouve qui est insupportable et qu'on ne doit pas supporter plus longtemps, c'est cette capacité qu'avaient ces acteurs en fait, supranationaux à arriver à moissonner de la richesse, par exemple, à moissonner des données avec d'énormes machines comme ça, moissonnant des données, rendant un service par ailleurs, hein, moissonnant des données en Europe, les exportant on ne savait pas très bien où, et finalement laissant retomber quelques graines de valeur comme ça au sol européen, mais en ne payant pas beaucoup d'impôts et en exportant de la valeur ailleurs. Le supranational, ça n'est pas possible. On ne doit pas vivre là-dedans. Et moi, je pense que ces entreprises peuvent évoluer, ont commencé à évoluer, ont eu des prises de conscience. Elles sont parfois maladroites. On ne peut pas non plus tout leur reprocher, même moi, j'allais dire. On voit bien quand il y a une interdiction de compte de Donald Trump, parce qu'il va trop loin, visiblement, de façon absolument éhontée, on leur dit, attendez, vous êtes intervenus. Mais quand ils n'intervenaient pas, on leur disait, vous n'intervenez pas. Donc ce que ça montre, c'est qu'il ne peut pas y avoir des actes isolés, il faut un règlement. Il faut un statut pour les modérateurs, il faut un statut pour les plateformes de cette taille-là, parce que, et c'est ce que l'Europe et Thierry Breton proposent, un gatekeeper. Il est là, il est à la porte, il est au péage, mais il est aussi au péage démocratique. C'est lui qui va être le gardien et le garant d'une partie de la conversation démocratique. Ce que beaucoup d'algorithmes des GAFA ont produit aussi, c'est une espèce d'étroitisation de la conversation démocratique. Vous savez très bien que ces mécanismes que j'ai décrits comme d'addiction ou quoi, sont des mécanismes dans lesquels vous allez avoir toujours more of the same. Vous avez regardé ça, vous aurez plus de ça et encore un peu plus dur. On sait que c'est comme ça que les algorithmes ont été mis en place. Oui, c'est pour ça qu'il faut les changer. Ou les choses comme ça qui vont toujours vous pousser le même genre de contenu qui, voilà, soi-disant, vous correspond. C'est ça, aller plus loin. Et moi, comment dire, j'ai réfléchi à ça, souvent avec des collègues, avec des amis, mais c'est une forme de rétrécissement territorial de l'ontologie. C'est un peu compliqué comme expression, mais c'est votre être au monde, finalement, il va être résumé par un certain nombre de choses, de pratiques que vous avez eues, et on vous proposera plus de ces contenus-là, plus de ces thématiques-là. Ça va devenir difficile d'aller découvrir les autres, d'aller découvrir d'autres idées. Donc on sait que ça c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut une régulation des plateformes, il faut qu'il y ait des propositions qui soient faites. Typiquement, encore une fois, si on arrive à multiplier les accords entre un Google et demain un Facebook et la presse, il y aura un soutien à la production d'informations démocratiques indépendantes par des journalistes, par des pros, et il y aura une mise en valeur de ces contenus qui permettra un partage. Ça va dans le bon sens, me semble-t-il. Ce qui va dans l'étroitisation ne va pas dans le bon sens. Très bien. Pierre Louette, merci beaucoup d'être venu, de parler de ce livre. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande donc la lecture de ce livre qui s'intitule « Des géants et des hommes pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies » aux éditions Robert Laffont. Merci infiniment. Merci beaucoup.